Alors, mon nom est Élodie Ekobena. Je suis chargée de projet au secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi. Et il nous fait plaisir, justement, au niveau du secteur Vivre Ensemble, de vous compter parmi nous ce soir à cette soirée aussi de lancement du recueil de textes que vous avez sûrement vu à l'entrée, ce recueil-là, qui porte des textes sur le racisme, l'exclusion et le pluralisme. Donc, on va commencer, je vais laisser la parole tantôt à Mouloud, qui est le coordonnateur du secteur Vivre Ensemble. Et ensuite de ça, il donnera la parole aux auteurs des textes qui reviendront quelques minutes sur l'importance et la pertinence de ces textes-là aujourd'hui. Et ensuite de ça, après cette partie-là, on va commencer avec le panel avec Delphine Abadi et France Voltaire. Donc, comme je disais au début, le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi est un centre d'analyse sociale depuis 1983. Et nous développons une expertise sur les questions touchant le phénomène migratoire, autant ici au Québec, au Canada qu'ailleurs dans le monde. Nos interventions portent notamment sur des enjeux de pluralisme, de migration internationale et de protection de réfugiés. Et nos différentes thématiques visent à assurer une réflexion collective autour de différents sujets en ayant un parti pris sur la justice sociale et l'égalité citoyenne. L'activité que nous vous proposons ce soir s'inscrit dans le cadre de la 20e édition de la Semaine d'action contre le racisme, qui a commencé le 21 mars et qui se termine le 31 mars dimanche prochain. Et le secteur Vivre Ensemble en est partenaire depuis au moins une dizaine d'années. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Mouloud Idir pour vous expliquer en fait la pertinence de pourquoi nous avons publié ce recueil de textes portant sur des enjeux de racisme et d'exclusion et quelle est son importance dans notre société actuellement. Alors, merci beaucoup Élodie Ekobena. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de dire pourquoi nous avons, au secteur Vivre Ensemble, choisi de traiter de cet enjeu, de l'objectif un peu de cette publication. Je vais faire tout cela très brièvement. Je dirais d'abord que notre texte d'introduction, moi et Élodie, qui est contenu dans cette brochure, explique un peu l'angle d'analyse et ce qui caractérise cet angle d'analyse. Donc, je vous laisse le lire et en apprécier la qualité, si vous le jugez utile. Cela veut bien dire qu'il faut vous le procurer. Donc, si vous voulez, je vous invite donc à l'acheter. Vous verrez que le prix de 5 $ est modeste à la lecture des textes. Je ne parle pas nécessairement du mien, je parle de ceux des différents contributeurs et des différents auteurs et autrices. Je commencerai d'abord par dire que cela fait longtemps que l'on se coltine au Centre Justice et Foi les enjeux du pluralisme et de la cohabitation citoyenne. Nous avons fait le choix depuis longtemps d'aborder tous ces enjeux dans une optique de lutte au racisme et à l'exclusion, mais surtout dans une optique que j'appelle de citoyenneté active. Vous verrez donc à la lecture du texte et du recueil ce que recouvrent donc ces notions. Je rappelle d'ailleurs que dès 2013, le Centre Justice et Foi a été le premier organisme, je dirais, de la société civile québécoise à traiter explicitement de la question de l'islamophobie. D'autres organismes de défense de droits au sein de la société québécoise ont traité de toutes sortes de questions corrélatives aux enjeux d'islamophobie, les certificats de sécurité, toutes sortes d'enjeux, la Ligue des droits et libertés l'a fait. Mais se coltiner la thématique de l'islamophobie, je peux dire sans conteste que c'est le Centre Justice et Foi qui en a traité le premier. Et Valérie Amiro, à l'époque, avait été notre conférencière qui avait ouvert un peu cette journée d'études. Et le texte que contient cette brochure est un peu une mise à jour de sa conférence d'ouverture, donnée déjà en 2013. Ce que nous voulons faire à ce stade, et c'est l'objectif de ce recueil, c'est de faire connaître un riche travail d'édition du secteur, qui a été surtout le travail du webzine Vivre Ensemble. Mais le travail sur ces enjeux, c'est un travail aussi de solidarité avec les personnes concernées par la question du racisme. C'est aussi le fruit d'une collaboration avec différents partenaires et groupes sociaux. Ce que l'on souhaite à l'avenir, c'est de nous servir de ce recueil pour initier des ateliers dans différents milieux. C'est un outil de sensibilisation. La Ligue des droits et libertés a développé toute une série de fascicules et d'autres outils. D'autres acteurs ont développé les leurs. Donc, ce qu'on veut, c'est profiter un peu de cet outil de sensibilisation, initier des ateliers dans différents milieux, notamment les milieux au sein desquels nous avons une petite audience.
Nous commencerons ce travail dès vendredi à Montréal-Nord avec l'organisme Parole d'Exclus, que coordonne, je crois, Bouchra Manaï, et qui a d'ailleurs réalisé un entretien dans ce recueil, qui est l'entretien avec Parker Marr, qui va prendre la parole tout à l'heure. Je dirais donc que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que cette brochure, c'est un outil de sensibilisation qui s'ajoute à de nombreux outils qui ont été développés par le secteur Vivre Ensemble. Vous connaissez donc l'exposition et nous avons aussi produit d'autres outils. Ce qui est surtout connu, c'est l'exposition autour des personnes musulmanes. Donc, bien des questions importantes, je dirais, ne sont pas abordées dans ce recueil. Il n'y a que 5 textes, si vous voulez, qui contient ce recueil. Dans ce recueil, il y a beaucoup de questions de l'heure qui renvoient aux enjeux du racisme qui ne sont pas abordés, mais ce n'est pas pour autant des questions que nous ignorons. Je pense à la question des Premières Nations, à celle de la condition noire, à la question de la judéophobie ou de l'antisémitisme, et j'en passe. Toutes ces questions ont déjà été traitées sous diverses formes dans nos activités publiques et dans d'autres publications de Centre Justice et Foi. Concernant la thématique de ce soir sur les personnes afro-descendantes, nous l'avons justement pensé dans le prolongement du recueil en vue donc d'approfondir une thématique qui n'était pas justement abordée par ce recueil. Sur le plan du principe et de l'urgence, je dirais d'emblée que dans une société, une nation comme le Québec, souvent victime de représentations xénophobes et de Québec bashing, il me semble qu'il est à tout le moins impératif de lutter contre le phénomène du racisme qui sévit ici, un phénomène normalement auquel notre condition minoritaire devrait nous sensibiliser. Mais comme vous le savez tous et toutes, le plus difficile dans ces débats et sur ces enjeux, c'est la question politique. Et quand je dis la question politique, alors on voit donc à la place que doivent consentir les groupes majoritaires des démocraties libérales à l'égard des groupes minorés qui font face à l'exclusion. Tout ça donc met nos sociétés et nos États devant le défi d'imaginer des arrangements institutionnels qui fondent notre citoyenneté commune sur des principes résolument démocratiques. Comme vous le savez, et la revue Relation a fait un très bel entretien avec le philosophe Étienne Balibar autour de la thématique du racisme sans race, le développement des préjugés du racisme, c'est quelque chose qui, disait Balibar, est inversement proportionnel à la vitalité et à la richesse de la citoyenneté démocratique. La citoyenneté, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement automatiquement démocratique ou égalitaire. L'égalité n'est pas naturelle, il faut souvent la faire advenir en bousculant les logiques de fonctionnement institutionnel, et c'est d'autant plus nécessaire que tout racisme, je dirais, a une portée systémique et qu'il est quelque part inscrit dans les pratiques et les effets pathologiques plus ou moins accentués de nos institutions. Si je parle de racisme institutionnalisé ou systémique, il devient nécessaire d'en parler justement lorsque les institutions ou les acteurs et les actrices en son sein développent ou mettent en place des pratiques dont l'effet justement est d'exclure, je dirais, ou d'inférioriser des groupes, et ce, en dehors de toute intention manifeste et directe de nuire à des groupes particuliers. Enfin, pour finir, je dirais que rien sur ces enjeux ne se réglera par de simples bonnes intentions. L'acceptation des nouveaux venus, des minorités qui sont déjà présentes au sein de notre société, doit continuer à se faire grâce à une éducation commune, par la mixité sociale, à l'école, au travail, dans les lieux d'habitation plus coopératifs et communautaires où la connaissance justement de l'autre est réellement possible. Ces relations de mixité, c'est pas juste de la cohabitation et des rencontres, ils doivent être fortement encouragés dans les institutions, notamment par des politiques administratives ou des politiques socio-économiques et d'État. Je dirais que c'est une sorte de cosmopolitisme d'en bas, du voisinage et du quotidien qui peut, à sa façon, quelque part, devenir le creuset d'une reconstruction de la citoyenneté. Pour y advenir et faire advenir ce travail de reconstruction de la citoyenneté dans une optique égalitaire, nous comptons sur l'expertise et le savoir-faire de toutes et tous. Je vais tout de suite donner la parole à la sociologue Valérie Amiro. Je lui donne 3-4 minutes. Ce que je lui demanderai, c'est de nous dire pourquoi, d'une part, elle a jugé utile de participer à ce projet de publication, et elle collabore au Centre Justice et Foi, mais surtout de nous dire le rôle qu'elle se donne, qui est le sien, sur la question de l'islamophobie dont elle traite brillamment dans le recueil et dont c'est un chantier de travail dans ses cours universitaires. Bonsoir à toutes et tous. Merci Mouloud pour ces mots d'introduction. 3-4 minutes, c'est pas beaucoup et j'ai l'habitude de ne pas respecter le temps de parole, mais ce soir je vais le faire par égard pour les conférenciers que j'ai très envie d'entendre. J'ai d'abord accepté de participer à cette publication parce que le Centre Justice et Foi a effectivement été un acteur et un site, on peut dire une arène où on a discuté assez tôt des enjeux liés à l'islamophobie en appelant les choses par leur nom. Je pense que ça c'est une des premières missions que je me donne comme sociologue. Les sociologues c'est un peu obsédé toujours par l'idée
l'idée que le langage a des effets et que la façon de parler des choses produit un certain nombre de conséquences. Donc parler d'islamophobie en la nommant islamophobie et en la définissant, c'est une des missions que je me targue de continuer de mener. D'abord dans les salles de cours, de moins en moins, pratiquement plus du tout dans les médias, parce que je pense que le combat dans cet espace-là est assez perdu, ou en tout cas doit être mené par d'autres personnes que des sociologues ou des professeurs. Et la troisième arène dans laquelle j'interviens de plus en plus sont les milieux éducatifs et les services dits de première ligne. Donc collaborer avec les milieux de santé, les milieux communautaires, la police aussi de temps en temps, les services de sécurité. Bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, croisent ce que j'appelle les 3 dimensions de l'islamophobie, c'est-à-dire à la fois sa dimension discursive. L'islamophobie, c'est d'abord une façon de parler des musulmans et de l'islam. C'est donc un cadre narratif. C'est ensuite une esthétique, c'est une iconographie qui nous rappelle de manière un peu martelée que l'islam c'est ça, les musulmans se comportent comme ci, etc. Donc qui inscrit un certain nombre de pratiques dans un répertoire qu'on dénonce ou qu'on valide. Et puis la 3e dimension, c'est celle à laquelle je suis de plus en plus attachée et raison pour laquelle j'essaye de moins en moins de parler à la place des gens, c'est la dimension expérientielle. L'islamophobie, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui est vécu par des gens qui en sont les destinataires et les victimes. Je mets des guillemets à victimes puisque moi je n'en suis pas une. Donc c'est dans ce contexte-là que j'essaye de moins en moins de parler publiquement, mais de plus en plus d'encourager mes étudiants à développer des analyses sur le terrain. Merci beaucoup Valérie Amirault, donc, qui est professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. J'ai pas pris la peine de le présenter parce que je suis un peu bousculé par le temps, mais vous n'avez qu'à googler son nom et je vous invite à lire à la fois son texte ici, mais aussi d'autres publications que vous pourriez trouver sur le site de l'Université de Montréal. Je demanderai maintenant la même chose à Parker Ma, qui est juste ici. Il nous dira comment il voit son rôle et celui de ses concitoyens dans la lutte au racisme systémique, comment cela les affecte plus particulièrement. Je parle de ses concitoyens québécois et canadiens d'origine chinoise. Le cas des Chinois, donc, qui sont de plus en plus mobilisés, notamment les Chinois progressistes, à la faveur de ce débat, si vous voulez, donc la commission sur le racisme systémique. Ils en sont des acteurs et actrices. Donc l'entretien que nous avons réalisé, moi et Bouchra Manaï, dans ce recueil avec Parker Ma, permet de revenir sur le cas plus spécifique des Québécois d'origine chinoise. Parker Ma, qui est documentariste, il rappelle comment ses concitoyennes et concitoyens sont le plus souvent dépeints dans nos médias et il rend compte des injustices qu'ils ont subies dans le passé, qui découlèrent justement de politiques gouvernementales délibérées. Au cours de l'entretien, Parker nous dit que si les préjugés envers les Québécois d'origine chinoise ont muté, ils n'ont pas pour autant disparu. Voilà, je lui donne lui aussi 3-4 minutes. Allô, merci beaucoup. Bonsoir. J'ai utilisé le microphone car j'ai une voix très basse. Bon, je m'appelle Parker Ma, je ne suis pas professeur, sociologue, je ne suis qu'un simple citoyen, travailleur communautaire, père de famille, artiste, entre autres. Je remercie le Centre Justice des Foi de m'avoir invité et de leur volonté aussi à faire ce travail si nécessaire dans le contexte actuel québécois. Je suis là à titre personnel, mais aussi en tant que représentant du Chinois progressiste du Québec, comme Oulda avait mentionné. C'est quoi exactement le PCQ? Alors, c'est pas affilié au Parti conservateur. Je ne sais pas si c'est un d'entre vous qui pensait. C'est un groupe de personnes, de citoyens, de militants, principalement d'origine chinoise, qui habitant au Québec, qui œuvrent à la fois à présenter un front commun, un visage alternatif, plus progressiste de la communauté chinoise, qui est souvent dépeint comme étant très orientée vers l'économie, le professionnalisme, et dépeint un peu comme une communauté qui ne se manifeste pas en fait. Donc, ce sont des immigrants, côte à côte, avec des gens comme moi, des personnes de 4e génération de la diaspora. Et donc, ça, c'est notre premier mandat. Le deuxième mandat, c'est de lutter en solidarité avec des communautés minoritaires pour la justice sociale. Donc, je vais juste mentionner l'article qui paraît ici dans le recueil. Comme Mouloud a mentionné, il se situe dans le contexte d'un documentaire long-métrage qui s'appelle « Être chinois au Québec », dans lequel j'ai participé. J'avoue que le film, en tant que tel, n'est loin d'être parfait. Un de ses défauts était que ça n'allait pas assez loin, je trouve, dans la recherche de l'identité et l'âme politique et militante de la communauté chinoise, qui va en fait très loin
Mais heureusement, à force de faire tourner le film et à l'échelle, à la fois au Québec et à l'échelle nationale, et à ces discussions-là, justement, on se demandait où se trouvaient les Chinois militants, artistes, académiques, chercheurs, politiques, progressistes. C'est pas ceux-là qu'on voit dans les médias souvent. Donc ces personnes-là, justement, se sont manifestées autour du film lors des discussions. Et pourquoi pas se mettre ensemble? Alors le PCQ, les Chinois progressistes du Québec, est né. Et on mène à présent des actions sur plusieurs dossiers. Entre autres, une pétition réclamant une consultation communautaire sur la préservation du quartier chinois, des campagnes antiracistes et ainsi de suite. Mais je veux retourner rapidement au deuxième mandat qui est de lutter en solidarité avec des communautés minoritaires pour la justice sociale. Je parle de l'importance de s'occuper de notre communauté, certes, mais aussi de ne pas défendre que notre terroir. En quelque sorte, les luttes sont universelles. Il ne faut pas se les multiplier en s'isolant des autres communautés. Les luttes traversent à la fois des frontières de race, mais aussi de l'histoire. Si on parle maintenant, par exemple, du projet de loi qui est en train de menacer, qui est en train de se redresser dans le paysage actuel, on peut parler de toutes sortes de lois discriminatoires qui ont été même en vigueur depuis des décennies contre les Chinois. Et cette lutte a été battue pendant presque 100 ans avant qu'on ait eu des réparations. Donc, c'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de l'action de dénoncer une membre de l'Assemblée nationale qui qualifie les Chinois de prédateurs, des accaparements des terres, une déclaration entièrement fausse. Clin d'œil au péril jaune qui a régné au début des années 80 à 1900. Qu'on parle de mon travail au COCO, au Centre des organismes communautaires, où on travaille activement à intervenir auprès des organismes communautaires qui, eux, souffrent du racisme à la fois interne ou externe. Que ce soit de dénoncer, de rester en solidarité avec des populations musulmanes, des populations qui sont atteintes et qui souffrent à chaque jour des effets du racisme systémique. On est dans une époque de peur en ce moment. Donc tous ces petits gestes, je crois, peuvent être des grands gestes, finalement. Donc, j'applaudis le travail de Centre Justice et Foi. Je vous encouragerais de continuer les discussions, de continuer à dénoncer, de continuer à s'éduquer et de rester en solidarité avec des populations marginalisées. Merci beaucoup. Le recueil est composé donc de 5 textes. Il y a 2 auteurs qui ne peuvent pas être là. Le sociologue Amine Pérez, qui nous a accordé un entretien à moi et au sociologue Amine Brahimi, qui est juste assis ici derrière Valérie Amiro. Il a été engagé comme professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, poste qu'il devrait débuter à l'automne. Il est à l'étranger pour le moment, donc il ne pouvait pas être là. Il est là de cœur avec nous. Il y a un autre texte de Chadri Belkhodjar, directeur de l'école des affaires communautaires de l'Université Concordia, qui est en congé, je crois, qui est à l'étranger également, qui ne pouvait pas être là. L'autre personne à laquelle je vais donner la parole, qui est Louise Boivin, vieille collaboratrice du Centre Justice et Foi, en dépit de sa jeunesse, du rayonnement de sa jeunesse. Elle est professeure au département de relations industrielles de l'Université du Québec à Ottawa. Louise Boivin a été à nos côtés dans en Outaouais. En Outaouais. Pourquoi c'est anathémisant être à Ottawa? Non, à Ottawa. On a aussi de grands camarades qui sont à Ottawa, mais toi, tu es bien à l'école de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Pardon. Donc, Louise, dans ce recueil, aborde le cas des travailleuses d'agences de placement. Son texte lève le voile sur les situations d'exploitation qui prévalent dans ce milieu.
toutes sortes d'injustices multiformes qui renvoient justement clairement aux dispositifs administratifs ou aux cadres législatifs mis en place par nos États. Tous ces cadres contribuent à instituer et à reproduire des inégalités ethniques de facto dans les milieux de travail particuliers en créant des espaces clivés, d'abord par les inégalités salariales et des conditions de travail inacceptables, ensuite par des rapports sociaux racisés et des rapports d'exploitation. Je voudrais donc l'inviter également à nous dire quelques mots sur l'importance de faire connaître un peu ce genre d'enjeu et le rôle qu'elle aussi s'assigne dans cette lutte au racisme. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir publié. Je suis très honorée que mon texte a été publié dans ce recueil que je trouve très important actuellement dans la conjoncture actuelle au Québec et dans le monde. Merci beaucoup à Mouloud pour tout le travail d'édition parce que c'est quand même c'est un travail important. Et moi, je suis très contente aussi de retrouver la gang du Centre Justice et Foi. J'ai déjà travaillé ici. Et puis, c'est pour ça que je peux faire des farces puis vous embêter un peu parce que vous me connaissez, on a beaucoup ri ensemble. Puis, en même temps aussi de retrouver des gens, entre autres mon professeur Franz Voltaire d'il y a quelques décennies, il veut pas que je le dise, il veut pas que je dise combien. Donc, un des profs les plus inspirants que j'ai eu à l'UQAM en sciences politiques dans un cours sur l'Amérique latine, puis de retrouver des amis, des camarades de lutte comme Jaggi Singh, mon ami avec qui on a soutenu, on était le groupe de soutien dans le comité d'action des sans-statut d'origine algérienne en 2001-2002, plus ou moins, à la levée du moratoire, c'est ça. Et puis, c'est sûr que ça m'interpelle beaucoup, la question du racisme, de l'islamophobie, de l'exclusion. Plusieurs ici savent que mon ex-conjoint, Mohamed Cherfi, a été déporté, emprisonné. On a mené toute une lutte pour le soutenir, alors qu'il a passé 1 an et demi en prison aux États-Unis, 3 ans et demi d'exil politique aux États-Unis, étrangement, avant Trump, évidemment, mais parce qu'il avait obtenu le refuge politique aux États-Unis, mais pas au Canada. Donc, ça a été toute une lutte. Moi, j'ai comme vécu à travers lui, qui était musulman, l'islamophobie, parce que j'ai subi les conséquences de l'islamophobie, il était vraiment ciblé par les autorités politiques et les services de sécurité pour ses activités politiques, mais aussi à cause du profilage racial et religieux. Donc, j'ai vécu ça indirectement, même si j'étais pas musulmane et j'étais pas... je suis née ici. Donc, ce qui fait que je suis très sensible, en tout cas, je pense que ça explique pourquoi je suis très sensible à l'islamophobie en particulier, toutes les formes de racisme. Puis là, quand j'ai décidé de poursuivre, j'avais besoin de faire du travail intellectuel aussi pour prendre une certaine pause à certains moments, essayer de me retirer un peu. Donc, cette lutte des travailleuses d'agences privées qui sont majoritairement des femmes noires d'origine haïtienne, elle m'a beaucoup inspirée. J'en ai traité dans ma thèse de doctorat et donc le texte me permettait de faire état de cette lutte-là. Je pense que actuellement, ce que je constate dans mes recherches, c'est que dans le cadre des politiques néolibérales, de la privatisation étendue des services publics, il y a vraiment une expansion de la division raciale du travail et donc l'exploitation du travail des personnes racisées, dont des personnes migrantes, s'approfondit actuellement dans le cadre de la privatisation des services publics, notamment des services sociaux. Moi, j'ai étudié les services d'aide à domicile et les services d'hébergement pour personnes âgées. Mais il y a des luttes aussi, et elles sont extrêmement inspirantes, dont celle des travailleuses d'agence dont fait état le texte dans ce recueil. Donc, des travailleuses d'agence qui, non seulement ont lutté contre leur employeur, l'agence, contre l'État qui utilisait leurs services depuis une 20aine d'années sur une base régulière, donc pour dispenser des services qui étaient rémunérés le double dans le secteur public. Mais en plus, ces travailleuses ont été obligées de se battre contre
leur syndicat parce que ce syndicat reproduisait aussi un certain type de domination en acceptant cette division raciale du travail, en fermant les yeux pour garder leur territoire, leur accréditation, etc. J'entrerai pas dans le détail. Et donc, elles ont fait une bataille qui est précurseur, à mon avis, au Québec, de ce que des nouvelles formes d'action collective des travailleuses précaires. Donc, il y a eu des luttes similaires portées par des travailleuses racisées en France, dans le secteur de l'hôtellerie, aux États-Unis, dans le secteur de l'aide à domicile, dans le secteur des services de garde. C'est vraiment, elles sont en train d'ouvrir la voie pour un renouveau du syndicalisme qui se fait souvent à l'extérieur ou en tout cas en partie des organisations syndicales qui n'arrivent pas à sortir des modèles traditionnels. Donc, et elle pousse les syndicats à se renouveler. Donc, pour moi, cette lutte est vraiment inspirante, et parmi d'autres luttes inspirantes de femmes qui se retrouvent, qui résistent au cœur de la division sexuelle, raciale et capitaliste du travail. Voilà. Merci beaucoup, donc, Louise Boivin. Merci, Valérie Amiro. Merci, Parkerma. Deux autres personnes que je voudrais remercier. Ce travail d'édition n'aura pas été fait de façon professionnelle sans le concours, l'aide précieuse, mais le travail de correction, notamment de Marc-Olivier Vallée, qui est assis en arrière. Je l'inviterai à se lever. Merci beaucoup, Marc-Olivier, qui a travaillé pendant une année à la revue Relations, qui est passé ailleurs maintenant. En tout cas, nous regrettons son départ, mais en tout cas, nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de sa collaboration ponctuelle. Un autre collaborateur qui n'est pas présent, je crois, qui devait être là, c'est Denis Dionne, qui avait préalablement corrigé des versions antérieures qui avaient paru dans le webzine Vivre Ensemble. Enfin, deux autres personnes, Elisabeth Garon, qui a contribué à sa façon donc au travail de relecture des textes, et Mathilde Hébert, qui est la graphiste de la revue Relations, mais qui nous a également fait le travail graphique pour l'édition de ce recueil. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, Élodie. Hein? Ben, tu vas le faire. Ouais. Merci. Et tu as tout dit. Voilà, merci infiniment. Donc, je vous laisse au bon soin de ma collègue Élodie Kobena. Bonne soirée. Merci Mouloud. Je mentionnerai évidemment que le Centre Justice et Foi est appuyé par la Compagnie de Jésus, dont certains membres sont ici dans la salle. Je vois Mario, je vois Michel Corbeil et puis je vois Ambroise. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, celle du panel évidemment. J'ai annoncé dès le début de la soirée que notre activité se tient dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme, qui en est à sa 20e édition, et dont le thème cette année est « Mieux connaître le passé pour aller de l'avant ». Et en plus, nous avons la chance et l'honneur d'avoir France Voltaire, qui est le président sur le panel de ce soir. Maintenant, dans le prolongement de nos réflexions à nous au niveau du secteur Vivre Ensemble, il nous a paru important cette année d'effectuer un travail consistant à identifier les enjeux qui concernent les minorités afrodescendantes et africaines et à mettre aussi en exergue des logiques de domination néocoloniale qui perdurent et qui tendent à maintenir certaines minorités dans l'indignité et l'invisibilité. Que veut dire par exemple de nos jours être africain, africaine, être afro-descendant, afro-descendante dans un contexte globalisé? Si l'on se fie à ce qu'avance le philosophe néodécolonial Norman Adjari, qui prolonge aussi la réflexion sur la réflexion et actualise Frantz Fanon, être afrodescendant ou afrodescendante, c'est provenir d'un peuple dont l'humanité fut contestée sur les plans juridiques, scientifiques, philosophiques, théologiques, économiques, psychiatriques. On n'en continue pas moins d'exiger aux afrodescendants qu'ils et elles, évidemment, cessent de ressasser et de ruminer l'histoire coloniale. Fin des citations. Et moi, j'ajouterais qu'on exige d'eux et d'elles, d'une part, qu'ils acceptent de se dissoudre dans la société en acceptant que d'autres continuent de raconter leurs histoires. Le cas récent de Slav est un exemple parmi tant d'autres. D'autre part aussi, on exige ou on demande que
ils et elles continuent de subir et de vivre des situations indignes. La semaine dernière, nous avons entendu dans les médias parler d'un énième cas de profilage racial et de brutalité policière. Alors, combien de fois, par exemple, entendons-nous parler aussi de sous-représentation dans les médias, dans le milieu des arts, dans les instances décisionnelles, et alors combien de fois la question de la surreprésentation des Noirs dans le milieu carcéral? Je m'arrêterai évidemment ici pour laisser la parole à Delphine Abadi, qui est à ma droite, et France Voltaire à ma gauche. Ce que nous avons demandé à Delphine, qui sera la première en 25 minutes en fait, et c'était de nous livrer une réflexion sur les notions telles de race qu'on ne veut plus prononcer, de racisme systémique, d'appropriation culturelle. Son propos visera, à partir du traitement politico-médiatique de quelques exemples issus de l'actualité internationale et locale, d'examiner comment les grandes explications sur notre époque continuent d'opérer structurellement. Et à ma gauche, nous avons demandé à France Voltaire de nous livrer une réflexion sur la présence des personnes noires ici au Québec et les enjeux auxquels elles et ils sont confrontés. Son propos portera essentiellement sur la question de l'émergence d'un discours raciste en Occident comme un phénomène lié à la modernité. Mais avant de les laisser la parole, je vais vous les présenter brièvement. Delphine Abadi Mugobonzi est docteur en philosophie et titulaire d'une maîtrise en études internationales, dans le cadre desquelles elle s'est spécialisée en études africaines et en philosophie de la race. Son projet de recherche doctorale s'intéressait à élucider le sens, les raisons et les conditions d'une décolonisation des savoirs en philosophie à partir de la proposition spécifique qu'amène la philosophie africaine au débat. Elle a travaillé entre autres dans le milieu communautaire à Côte-des-Neiges. Et en 2008, elle co-signait l'ouvrage Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique dont nous avons tellement entendu parler. Et actuellement, elle prépare un projet postdoctoral en philosophie africaine. À ma gauche, France Voltaire est historien et politologue. Il est cofondateur et aussi directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, CIDISHCA. Il a aussi travaillé à la production et à la réalisation de plusieurs documentaires, dont Port-au-Prince, CEPAM, qui a aussi une version française, anglaise et espagnole. Et cette version, cela est sorti en 1999 sur le bicentenaire de la ville de Port-au-Prince et les chemins de la mémoire. Donc, avant de te laisser ton 25 minutes, je tiens aussi à signaler que mon collègue Emiliano, qui est juste derrière, est en train de filmer la soirée. Et aussi, Gilles, qui est ici, prend des photos. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur les photos, veuillez le signaler à l'un ou à la vidéo. Mais la vidéo, c'est juste les présentations à l'avant. Voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. Je me présenterai rapidement, malgré qu'Élodie l'ait très bien fait, pour vous dire que mon nom est Delphine Abadi, que je suis docteur en philosophie africaine, mais que dans le cadre de mes recherches, je me suis également spécialisée un peu par défaut, parce que évidemment la philosophie africaine touche à ces enjeux, en philosophie de la race ou également ce qu'on appelle la philosophie africana, donc qui touche plus spécifiquement les questions afro-descendantes du monde atlantique, alors que mon objet de recherche principal est plutôt sur le continent africain. Donc, mes travaux de recherche habituels traitent plus exactement du contexte géographique et historique du continent africain, mais je m'intéresse néanmoins à des concepts, à des notions critiques, à des théories qui sont, bien entendu, utiles et susceptibles de nous offrir un éclairage sur si ce n'est l'enjeu, le problème social le plus criant, le plus alarmant de notre époque, c'est-à-dire le racisme. Je présenterai donc une communication très sobrement intitulée « Penser le racisme ». Mais avant toute chose, j'aimerais quand même remercier chaleureusement Élodie Ekobena et Mouloud Idir du Centre Justice et Foi de m'avoir invité à ce panel.
Je voudrais aussi souligner que c'est un grand honneur de partager avec vous, Monsieur Franz Voltaire, ce panel, ce temps de parole. Pour l'anecdote, je suis passée au syndicat au tout début de ma rédaction de thèse, il y a quelques années. Et même si vous n'en avez probablement pas souvenir, puisque je suis évidemment pas la seule à y passer, j'ai pour ma part un très vif souvenir de mon passage, notamment j'ai été très impressionnée par le travail de mémoire qui est capital que le syndicat opère, que ce soit pour la communauté afro-canadienne ou afro-descendante tout court, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais les institutions universitaires notamment ne font pas ce travail et on observe un vide criant au niveau de la recherche sur les enjeux ou sur les populations afro-canadiennes et africaines, que ce soit dans le monde francophone québécois ou anglophone canadien, qui est un peu en avance, mais quand même très marginalement. C'est donc un grand honneur de partager ce panel avec une institution, je dirais, de notre paysage scientifique. Partout sur le globe, au Québec inclusivement, nous assistons à un basculement collectif d'un pan important de la population, du groupe majoritaire, de la société et de l'espace public que ce groupe occupe, que ce soit dans les médias, sur la scène politique ou dans les associations professionnelles, etc., un repli communautaire qui se manifeste par la peur et la haine de l'autre, comme en témoigne la popularité croissante des mouvements d'extrême droite, mais aussi la banalisation des idées d'extrême droite et leur institutionnalisation politique. Je voudrais procéder, pour commencer, par un détour dans l'histoire. Et plus exactement, je voudrais faire ce détour au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. À propos des Lumières, le philosophe nigérian Emmanuel Chukwudi-Eze défend l'hypothèse qui peut être confirmée par différentes recherches, selon laquelle les grandes questions existentielles grandiloquentes qu'on reconnaît de cette époque faste de la philosophie, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que la raison, sommes-nous tous des égaux? Ces questions ont été en partie motivées par une anxiété identitaire qui a été provoquée chez les Européens par le contact et par les contacts grandissants et s'intensifiant avec les peuples non-européens. Si eux sont tous humains, qui sommes-nous? Qu'avons-nous en propre? Cette époque qui paraît lointaine est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on peut à première vue imaginer. On connaît les grandes valeurs dont notre civilisation se targue d'être l'héritière de cette époque des Lumières, une époque qui se présente comme en rupture avec les différents obscurantismes et qui aurait porté donc ces valeurs aux nues qui sont encore les nôtres, des libertés politiques, de la rupture entre le pouvoir matériel et spirituel, de l'égalité citoyenne, de la liberté des différents types de libertés, dont la liberté d'expression, etc. On sait moins que les Lumières sont également caractérisées par une effervescence sans précédent de production scientifique sur la différence raciale. C'est à cette époque, en effet, qu'on voit se multiplier différentes théories sur les races ou la race et en particulier l'émergence du racisme, de l'idéologie moderne raciste. C'est aussi cette époque qui connaît l'apogée de l'impérialisme colonial et donc ces théories ont évidemment permis de justifier que ce soit l'impérialisme colonial, que ce soit la période de l'esclavage et de la traite atlantique ou encore de l'impérialisme de la colonisation d'occupation. Or, et c'était mon sujet de thèse, aucun examen racinaire sur le plan scientifique n'a permis d'exorciser durablement ce présupposé de la raison commune qui est la pensée raciale. Dans cette présentation, j'aimerais évoquer l'idée, dans la mesure de ce que me permet 25 minutes, cette idée selon laquelle nous sommes encore dans ce que le philosophe Charles Mills appelle un contrat racial,
À savoir que sur le plan épistémique, sur le plan des cadres de connaissances qui nous permettent d'analyser les faits sociaux, nous continuons d'utiliser, de revendiquer un schéma d'analyse qui s'appuie sur ces mêmes théories qui ont été développées au XVIIIe siècle. Par pensée raciale, j'entends la double propension. D'abord, à classer les gens selon des catégories en fonction de typologies raciales, qui sont pourtant des typologies délégitimées par la science depuis près d'un siècle, et à se donner donc des explications sur le monde qui invisibilisent cet imaginaire de la hiérarchie raciale tout en la confirmant. Autrement dit, ce type cet aspect de ce que j'appelle la pensée raciale est une forme typiquement épistémique de racisme systémique, c'est-à-dire que c'est une forme, nos cadres d'interprétation nous biaisent dans l'analyse de l'actualité ou des faits sociaux qui nous entourent. À chaque nouvelle occurrence d'un incident ou d'un crime islamophobe, des voix se joignent à l'unisson pour nier l'existence au Québec de l'islamophobie, qui ne serait que le simple cas de figures isolées, d'individus un peu désaxés ou encore isolés. De toute façon, renchérissent les défenseurs de cette idée, l'islamophobie n'est pas du racisme, puisque les musulmans, et je les cite, ne sont pas une race. En se cachant derrière cette déclaration, ils démontrent non seulement qu'ils sont racistes, mais également qu'ils ont une compréhension de la race qui date d'au moins un siècle. On peut distinguer en effet au moins 3 différentes conceptions modernes de la race que j'aborderai par souci de concision, j'aborderai dans cette présentation seulement 2 de ces conceptions. Et ce sera à partir du travail de W.E.B. Du Bois, qui est un sociologue, historien, militant des droits civiques, grand panafricain, intellectuel majeur et canonique de la pensée noire moderne. Également, donc militant, fondateur de la National Association for the Advancement of the Colored People, et initiateur de la convention et des premières conférences panafricaines, qui sont qui ont été des acteurs clés dans les décolonisations des nations sur le continent africain. Disparu à l'âge de 95 ans, l'âge général de 95 ans, en 1963, l'œuvre de W.E.B. Du Bois en elle-même nous permet de comprendre les transformations et la plasticité du concept de race. La première conception de la race, que renferme la déclaration selon laquelle l'islam ne serait pas une race, est biologique. C'est la plus ancienne, c'est celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de théorisations à partir du 18e siècle. C'est une compréhension, une conceptualisation qui est dont certains auteurs, qui sont assez nombreux, attribuent, cela dit en passant, la paternité à Emmanuel Kant, dont on connaît plus justement, et à tort, à mon avis, le principe de l'universalisme égalitarien, donc c'est-à-dire que tous nous serions des égaux, alors qu'il avait en aparté aussi une théorie raciale qui défendait la hiérarchie des races. Dans The Conservation of Race de W.E.B. Du Bois, qui a été écrit à la fin du 19e siècle, ou encore dans son discours inaugural à la première convention panafricaine, connue sous le titre The Address to the Nation of the World, W.E.B. Du Bois caractérise les critères d'appartenance à the Negro Race par des traits physiques, donc typiquement la couleur de la peau, la texture des cheveux, les traits du visage, etc. Cette conception biologique de la race, celle en laquelle croient les islamophobes, elle a été démentie par la science, plus exactement par la déclaration de l'UNESCO qui s'appelle Question de race, The Race Question, qui par ailleurs a été le fruit d'un lobbying intense de différents acteurs panafricains, dont W.E.B. Du Bois.
même si on retient plutôt que c'est Claude Lévi-Strauss qui a signé cette déclaration. Ce qui est vrai, mais c'est le fruit de pression intense de la part d'autres acteurs qui, eux, étaient de lutte de personnes racisées. Depuis, grâce au travail de différents acteurs, dont celui de W.E.B. Du Bois, on sait que les marqueurs en question, la peau, les traits, etc., ne correspondent en rien à des différences humaines fondamentales. On sait même au contraire, la génétique démontre même au contraire qu'il existe plus de différences génétiques intra-groupes que de différences génétiques entre des groupes présentés comme distincts racialement. Autrement dit, les regroupements, les recoupements typologiques qu'on désigne comme les Caucasiens, les Noirs, les Arabes, etc., sont motivés non pas par des critères qui ont une objectivité scientifique quelconque, mais plutôt par la coutume ou par l'importance que l'histoire a accordée à ces critères-là. Ce sont des ressemblances qui ont été sélectionnées arbitrairement, par ailleurs, au mépris de tous les autres traits qui auraient pu être sélectionnés pour représenter, pour illustrer notre commune humanité. Le nez au milieu du visage, les aspirations au bonheur, l'amour parental, etc., etc. Donc, la déclaration de l'UNESCO disait entre autres choses, racial prejudice and discrimination in the world arise from historical and social phenomena and falsely claim the sanction of science. C'est la raison pour laquelle, puisqu'elle n'existe pas, nos sociétés libérales estiment souvent que la meilleure façon, ou en tout cas les groupes majoritaires dans ces sociétés, estiment que la meilleure façon de lutter contre le racisme consiste tout bonnement à refuser de parler de race et à offrir des modèles prétendument universalistes. Dans le jargon, on appelle cette attitude l'approche colorblind. Cette approche a pour résultat ubuesque de présenter ceux qui jouissent du privilège de n'être jamais victimes du racisme, donc les Blancs, comme étant les victimes d'un racisme anti-blanc. C'est-à-dire que ces personnes vont accuser les personnes racisées, donc celles qui utilisent les outils cognitifs et théoriques à disposition, dont la race, d'être eux-mêmes les responsables de la resurgence ou de la réapparition du concept de race dans l'espace public. En France, par exemple, une loi interdit la collecte et le traitement des données qui pourraient révéler l'origine ethnique, raciale ou religieuse des citoyens parce que cela contredit l'idéologie républicaine de la citoyenneté qui est fondée sur un contrat social de citoyens qui n'auraient pas de déterminants sociaux, donc qui partirait sur une ligne d'égalité qui, évidemment, sociologiquement est fictive. C'est également familièrement l'attitude des universitaires ou des intellectuels français qui prennent plus souvent la parole sur ces questions que ne le font les intellectuels québécois dans l'espace public, comme par exemple ces 80 intellectuels assez en vue qui signaient une tribune en décembre dernier dans Le Point pour dénoncer les mouvances décoloniales qui, sous couvert de lutte pour l'émancipation, réactiveraient l'idée de race. Revenons à W.E.B. Du Bois. Quelques années après son Conservation of Race, que nous avons évoqué tout à l'heure, dans son Souls of Black Folk en 1903, Du Bois évolue sur la définition qu'il réserve à la catégorie de race et préfère parler de culture. Tous les Noirs du monde partagent une expérience commune qui est celle d'être un problème, selon la fameuse formule qu'on connaît qui va comme suit: How does it feel to be a problem? Être noir, c'est être esclavagisé, c'est avoir été privé d'humanité. Et c'est devenir un problème social, un groupe auquel on ne veut pas attribuer des droits civiques, un groupe dont on ne veut pas qu'il participe au contrat social, un groupe qu'on cherche à rapatrier en Afrique,
un groupe à qui l'on dessine des lois sur mesure pour s'assurer qu'ils soient exclus de la citoyenneté, à savoir les lois de Jim Crow. Autrement dit, pour parler avec le lexique d'aujourd'hui, la culture commune dont parle W.E.B. Du Bois, ce n'est pas nécessairement une histoire d'ancêtres de souches communes ou un patrimoine immatériel commun, mais plutôt ni une langue commune en partage, mais plutôt une expérience de se voir attribuer un statut d'altérité à l'intérieur d'une société par un processus qui est celui de la racisation. Ainsi, être noir ou blanc, par exemple, ce n'est pas une question de couleur de la peau, mais plutôt de convention sociale. Être noir, nous dit le sociologue Pam Ndiaye, ce n'est ni une culture ni une essence, mais le produit d'un rapport social. Il y a des noirs parce qu'on les considère comme tels. En ce sens, les catégories raciales sont sensibles au contexte. Elles sont arbitraires et, bon, évidemment, il y a parfois des indicateurs, mais elles peuvent paraître arbitraires et ne sont pas toujours aussi intuitives que cela puisse le laisser penser. Aux États-Unis, notoirement, est considérée noire jusqu'à aujourd'hui toute personne qui, dans sa lignée familiale, a quelqu'un qui était considéré noir, donc quelqu'un qui était considéré avoir du sang noir, ce qui est évidemment un critère raciste puisque le sang n'a pas de couleur. Durant la période de la ségrégation aux États-Unis, on a longuement discuté à savoir si les Arabes allaient tomber dans la catégorie des Noirs ou des Blancs. Ça a été presque décidé à pile ou face. Finalement, ils étaient blancs. Donc, ils n'étaient pas soumis aux lois de Jim Crow, ce qui change du tout au tout le destin d'une partie importante de la population qui pouvait donc jouir de droits civiques. J'ai pu constater récemment, et j'étais assez ahurie, dans un questionnaire d'accès à l'égalité à l'emploi américain, que les personnes issues du Moyen-Orient et du Maghreb sont aujourd'hui considérées dans le recensement américain comme des Blancs. Et donc, c'est assez incroyable d'observer qu'un questionnaire qui vise à adopter ou à promouvoir des mesures de discrimination positive à l'endroit de personnes qui vivent le plus grand nombre de discriminations au quotidien, soit incapable de prendre en compte cette partie de la population, étant donné que les catégories raciales restent rattachées à une histoire qui est passée. Alors que tout le monde sait qu'un Oussama ou un Mohamed ont des difficultés à peu près sur tous les plans au quotidien et qu'il a nécessairement, a fortiori, plus besoin d'une reconnaissance de la discrimination dont il est victime qu'un autre type de blanc. En Afrique centrale, pour continuer sur ma liste d'exemples, ou en Afrique en général, un enfant métis ou un afrodescendant peut souvent être considéré comme un blanc. Pour revenir au Québec, exemple assez rigolo que m'a donné ma copine de la Côte-Nord, l'ancien maire d'Amos, Ulrich Chérubin, habitibien d'origine haïtienne, avait déclaré il y a quelques années, devant les médias et un groupe d'Algonquins, « Vous savez, nous, les Blancs », en s'incluant évidemment dans le groupe, sans que cela ne fasse vraiment sourciller l'Assemblée, sauf les médias de la métropole, parce que dans la région, être blanc signifiait être non autochtone. Conceptualiser le racisme, c'est reconnaître la plasticité de la race. C'est reconnaître que cette plasticité témoigne du caractère construit socialement, mais cela ne doit surtout pas nous éloigner de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire que si la race est une construction du racisme et qu'elle n'existe pas biologiquement, cela n'empêche pas, au contraire, que le phénomène social du racisme, lui, existe. Quoique le racisme primaire et abruti existe toujours de nos jours, les processus de racisation sont beaucoup plus subtils et se rattachent plus exactement à des prétendues habitudes culturelles immuables. Les réfugiés vont nous amener des maladies et la violence endémique qu'ils fuient par ailleurs, mais qui serait leur apanage. Les musulmans pratiquent une violence normalisée à l'encontre des femmes. Les femmes musulmanes sont par définition soumises au patriarcat. Le Canada doit lutter contre les pratiques culturelles barbares, qui est je paraphrase un ancien premier ministre, Stephen Harper, ou encore
un ancien président Jacques Chirac, qui, dans le cadre d'un discours qui visait à recadrer les politiques migratoires, avait parlé du bruit et des odeurs. Nous avons donc besoin cognitivement d'un terme, d'un concept qui décrit ce type d'injustice spécifique, et ce terme, c'est celui de la race. Colette Guillaumin, dans un ouvrage publié en 1972, L'idéologie raciste, parle de signes plutôt que de concepts pour caractériser la race. Un concept, c'est un outil théorique qui a pour fonction de décrire un ensemble de propriétés observables. Une chaise, un fauteuil, un banc d'autobus, ce sont des sièges. Un signe, quant à lui, coïncide avec une construction de la réalité qui se présente comme une donnée empirique incontestable, alors même qu'elle n'est pas nécessairement observable et surtout qu'elle n'est pas généralisable, ce qui est requis pour être un concept. Pourtant, à partir de ce signe, tout le monde pense savoir de quoi il s'agit. En somme, si c'est le racisme qui invente la race, la lutte contre le racisme a besoin du concept, du signe, pour l'analyser, le dénoncer, le combattre. Je vais conclure là-dessus, pour revenir plus tard sur les 2 pages qui me restaient. Je vais juste conclure avec mon paragraphe. Donc, pour revenir à cette idée première, qui était celle que j'évoquais de la relation que notre époque entretient avec les Lumières, plus exactement et même plus loin dans l'histoire, la pensée raciale depuis Aristote, Hérodote en Grèce antique, que ce soit ensuite durant l'époque moderne, durant la période de la traite atlantique, le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, la colonisation, l'impérialisme colonial, le processus de construction de l'État-nation, y compris des États-nations post-coloniaux, je pense par exemple à Israël, ou je pense à l'héritage de la pensée coloniale sur le tribalisme en Afrique, sont des produits, des sous-produits de cette pensée raciale qui a été la norme, toujours été la norme plutôt que l'exception. Or, il n'y a pas eu de moment scientifique majeur où nous avons rompu avec ces cadres, ces paradigmes théoriques. C'est donc dire qu'il n'y a pas de raison pour laquelle nous aurions un regard qui soit décolonisé. Notre héritage, notre regard, nos institutions continuent de produire des récits, des interprétations, des descriptions qui dépendent et reproduisent l'idée d'une hiérarchie des races, ce même de manière involontaire, ce qu'on appelle donc communément du racisme systémique. Je vous remercie. Bon, alors bonsoir à tout le monde. Je remercie le Centre Justice et Foi puisque cela fait des années, comme Élodie l'a souligné, que le Centre collabore avec nous dans la réalisation de la Semaine d'action contre le racisme. Et puis bon, j'ai eu auparavant, peut-être Élodie n'était peut-être pas encore née, des relations très étroites avec mon ami Karl Lévesque, disparu en 86. Et voilà. Et en fait, pourquoi et de quel lieu je parle? Je dirais, ce qui m'a intéressé, et je vais revenir sur, c'est d'abord la question de l'esclavage, puisque nous sommes dans la décennie des afrodescendants. Je me suis intéressé à cette question de l'esclavage, d'abord parce que moi je suis éditeur et on a publié et traduit un certain nombre d'ouvrages, dont un ouvrage capital qui était l'ouvrage de l'historienne Caroline Fick, qui avait eu plusieurs éditions aux États-Unis. Et on s'est demandé pourquoi en France, alors que toutes les sources étaient françaises, alors que des grands historiens français sur la colonie comme Marcel d'Origny ou comme Yves Benoît étaient intéressés, il y avait un refus de toute forme pour traduire. Bon, ça m'a un peu énervé,
mon vieux penchant anarchiste est revenu, donc j'ai dû traduire ce livre. Et à partir de ce moment, on a publié un certain nombre d'ouvrages sur la question de l'esclavage. Et c'était un peu pour répondre à des interrogations, parce que bon, j'ai plusieurs chapeaux, donc je travaille beaucoup avec des jeunes qui se posaient des questions bien avant Slave. Et la question de Slave est venue aussi nous interpeller parce que les gens se posaient la question à la fois de la question du racisme, mais aussi la question de l'esclavage, qui sont des questions en Amérique, qui sont des questions très liées, parce qu'on ne peut pas aborder la question de la présence des afro-descendants du nord au sud du continent sans aborder la question de l'esclavage et sans aborder la question de la traite négrière. C'est-à-dire qu'il faut aborder ces 400 ans de transport de millions de personnes et vous savez, c'est-à-dire un tiers, si on sait qu'un tiers plus ou moins, ou un quart dans le meilleur des cas, de gens disparaissaient soit par résistance, soit par toute forme d'action. Donc la question de l'esclavage était aussi liée à une question fondamentale pour nous, et il fallait trouver des instruments, non seulement la publication d'ouvrages académiques ou d'ouvrages de réflexion, mais aussi on s'est mis à produire des expositions dans les centres qui circulaient aussi dans les centres communautaires, qui permettaient d'une certaine, et dans les cégeps et dans certains cas. Deuxième point, c'est quand pour le musée Armand Frappier, cette année, j'ai monté une exposition sur les caricatures contre le racisme et les caricatures sur le racisme. Et ça m'a intéressé parce que c'est une histoire qui est dans l'imaginaire occidental et qui a duré longtemps. On a retrouvé à la fois des caricatures qui dataient depuis 1807 aux États-Unis. C'est une caricature intéressante, c'est le moment où, après une lutte anti-esclavagiste, il y a le questionnement de l'esclavage à partir de la révolution haïtienne. Et c'est une caricature qui montre, venu du sud des États-Unis, éventuellement un futur et possible ambassadeur haïtien avec une queue de singe, en disant voilà ce qui vous attend si vous reconnaissez l'existence de ce pays. Puis, travaillant sur les caricatures, on retrouve en 1859 une caricature par un caricaturiste très célèbre en France à l'époque, Cam, qui présente une caricature de Soulouk. Soulouk, un chef d'État haïtien qui vient d'être renversé du pouvoir. Et on lui propose, on dit voilà, il sera le roi des singes au jardin d'acclimatation. Alors, on se rend compte, on dit bon, tiens, ça, quelqu'un me dit mais c'est daté, c'est 1859. Je dis ah, c'est intéressant. On va retrouver des caricatures de Christiane Taubira aujourd'hui, donc c'est-à-dire pratiquement plus de 150 ans plus tard, en singe. Et on trouve même une caricature de Christiane Taubira où on présente une guenon qui dit « c'est honteux de me présenter comme Christiane Taubira ». On retrouve des caricatures en Belgique du couple Obama présenté en singe. Alors on dit il y a quelque chose d'une sorte de permanence de la représentation. On peut l'appliquer à un footballeur comme Balotelli, on peut l'appliquer à une ministre italienne d'origine congolaise. Donc on est face à quelque chose qui continue de se perpétuer. Donc ça a été, je dirais, le deuxième point de départ, cette question aussi, comment ça perdure. Et Slave est venu un peu soulever une question, parce que beaucoup de jeunes n'avaient aucune idée de comment c'était constitué, pourquoi cette histoire du racisme, comment, historiquement, elle s'est présentée. Et puis, bon, moi, comme j'avais une formation en histoire de l'Amérique latine, je pense qu'il fallait l'aborder à partir de l'Espagne. Peut-être on peut remonter beaucoup plus loin. On a trouvé des traces de signalements chez des œuvres d'autres auteurs. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une époque clé pour moi de rentrer dans la modernité. 1492, c'est à la fois la conquête de l'Amérique, et je ne dis pas la découverte, parce qu'il y a une humanité autre qui peuple l'Amérique. À ce moment-là, il y a des grandes civilisations qui sont en Amérique et qui vont s'effondrer. Bon, c'est intéressant parce que 1492, c'est aussi le moment d'expulsion des Morisques et des Juifs d'Espagne. Donc, on a un moment clé où l'on voit, d'un côté,
en Espagne des décisions qui vont être prises à partir de 1492, c'est-à-dire de découverte d'une humanité autre. De notre côté, en 1492, avec, je dirais, l'expulsion du dernier royaume musulman d'Espagne, donc celui de Grenade, on a les questions qui se posent sur une définition identitaire de l'Espagne. L'Espagne qui va se définir d'une Espagne qui se présentait d'une certaine façon comme l'Espagne des trois religions, on ne parle pas encore de race à ce moment-là, se présente comme l'Espagne d'une seule religion. Il faut donc convertir ceux qui doivent rester en Espagne. Donc, la question est de convertir les juifs et les musulmans. Très peu de conversions, beaucoup de musulmans partiront, malgré les accords signés, mais dans le cas des juifs, c'est la conversion des juifs. Le problème qui se pose après, on voit que après la conversion des juifs, apparaît une notion qu'en espagnol on appelle la limpieza de sangre, c'est-à-dire la notion du sang impur. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on voit se développer ce mythe du sang qui sera repris plus tard au XVIIIe siècle par Linné ou Buffon dans leur tentative de classification des races humaines ou de ce qu'ils définiront comme des races humaines. Or, la question se pose, d'abord on est passé d'anciens chrétiens à nouveaux chrétiens. C'est-à-dire, on passe à se poser la question si ces nouveaux chrétiens, effectivement, sont devenus véritablement chrétiens. Mais derrière ça, il y a quand même un appareil répressif qui est l'Inquisition. On se pose donc cette question. On voit que cette question s'était posée déjà en Europe à différents niveaux. Il y avait en France ce mythe des deux races, celle des Francs et des Gaulois, les Francs étant l'élite noble et les Gaulois le peuple vaincu. On le voit qui, bon, mais la notion de race qui apparaissait en France était une notion plutôt liée au lignage, à la lignée, etc. En Espagne, avec la notion de limpieza de sangre, cela pose plusieurs questions. La notion, par exemple, du métissage, qui est la notion de la souillure, parce que se pose la question, et si les gens allaient changer parce que ils allaient se métisser. Se pose aussi une question qu'on verra chez quelqu'un qui le définira, Juan Escobar de Coro, beaucoup plus tard, qui est, il se pose la question vis-à-vis de la prédestination biologique. C'est-à-dire, il dit, il faut faire attention, parce que vous savez que les enfants des rois ou les enfants des grands nobles ne sont pas allaités par leur mère, mais par des nourrices. Il dit, et si il y avait du sang juif ou du sang musulman chez ces nourrices? Et si donc il y a une sorte de perpétuation, et l'on voit déjà les prémices de ce racisme biologique qui va se développer au XIXe siècle. Parce qu'ils définissent, il dit les juifs et les musulmans sont maculados, c'est-à-dire ils sont souillés, qui serait le terme peut-être exact de traduction. Leur sang porte une souillure. Donc, on va passer à ce moment-là de la notion auparavant de la pureté de la foi. Donc, est-ce que la foi portée par ces nouveaux convertis est vraie, à la pureté du sang? Et cette notion va dominer ces rencontres en Amérique où avec la colonisation va se poser une question fondamentale. Rappelons-nous, en el Colegio de Valladolid, à Valladolid en Espagne, à l'université, il y aura ce grand débat en 1550 et 1551 entre un philosophe, Ginés de Sepúlveda, aristotélicien, et Las Casas. Las Casas, qui est venu dont l'oncle et le père sont venus dans les bagages de Christophe Colomb, et qui vont débattre avec l'arbitrage du pape et de la couronne sur, on leur donnera le thème, est-ce que les Indiens ont une âme? Bon, tout cela ouvre la porte, à non seulement un débat sur cette question, mais à la question, est-ce qu'ils sont humains véritablement? Et donc on se rend compte,
bon, le débat sera tranché parce qu'il y a des intérêts derrière tout ça politique, parce qu'il y a les intérêts des premiers colonisateurs. Si les Indiens n'ont pas d'âme, on peut les esclaviser. Les Espagnols inventeront une formule légale en disant c'est ce qu'on appelle l'encomienda. C'est une formule, je n'ai pas la traduction exacte. L'encomienda voudra dire, quand on dira les Indiens ont une âme, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les exploiter quand même. Donc on inventera une formule juridique et l'encomienda. L'encomienda voudra dire que les hauts colons, on donne un groupe d'Indiens, des villages d'Indiens pour travailler. En échange, on devra les christianiser. Donc on se rend compte qu'on est... Mais les débuts de la colonisation vont conduire au premier effondrement. D'ailleurs, il y a un exemple très simple, c'est le cas de ce qui est devenu la petite Espagne, Hispaniola, mais dont le nom Taïno, c'est Haïti. Or, en moins de 50 ans, cette île, entre la République dominicaine aujourd'hui et Haïti, il y a effondrement démographique. Les démographes et les historiens démographes, évidemment, il y en a qui avaient, ceux de Berkeley parlaient de 8 millions, mais le chiffre peut-être le plus réaliste, c'est 1 million d'habitants, vu le contexte de l'époque. Or, en moins de 50 ans, il y a effondrement démographique. Il faut donc mettre en œuvre et remplacer ces populations. Là arrivent deux choses. La main-d'œuvre indienne, donc Taïno, s'est effondrée parce qu'effectivement, le cycle de l'or qui a permis à l'Europe d'accumuler à travers l'Espagne, parce que n'oublions pas, l'or passe en Espagne, mais va surtout dans les Flandres, va surtout en Allemagne. C'est-à-dire, et donc, ce cycle était le cycle antillais, parce que la main-d'œuvre était gratuite. Or, la main mise sur la main-d'œuvre africaine, elle n'est pas gratuite, il faut l'acheter, c'est une entreprise qui va être la traite. Et donc, on commence à s'installer dans toutes les Amériques, ce qu'on appellera l'or blanc, c'est le sucre. Le sucre joue jusqu'au 19e siècle le même rôle que le pétrole aujourd'hui. Bon, il commence très lentement, le cycle, donc on voit la progression avec les bateaux négriers, il va s'accélérer au 18e siècle. Au 18e siècle, il s'accélère au point que sur 20 000 km² pour Haïti, vous savez, vous avez une population 10 fois plus nombreuse qu'en Nouvelle-France. Bon, parce qu'effectivement, c'est un énorme camp de concentration. On a des témoignages qui décrivent cette situation de l'époque. Donc, on sait que c'est une situation qu'on a. Le problème qui se pose, c'est comment et quel est le rapport qu'on développe sur cette population. Il faut bien sûr... cette population, au départ, on dit que ce sont des sorciers qu'on a pris en Afrique, ce sont des criminels qu'on nous a vendus. Donc, on ne voit pas la mise en place de tout un système qui a commencé avec les Portugais et à point épouvantable. Il y a des exemples, par exemple, ces îles comme Fernando Po, où les Portugais ont envoyé des colons. Il dit en gros, c'est toutes les femmes africaines qu'on va emmener parce qu'on va créer la Filho da Terra. On va créer les enfants de la terre. Ces enfants de la terre vont être mieux aptes à vivre là. Donc, le problème aussi qui se pose donc pour le métissage revient encore parce que c'est tout le problème. D'ailleurs, le nom même, mulatto, c'est le nom de la mule, du mulet. C'est-à-dire que les races sont incompatibles. Effectivement, si elles sont incompatibles, tout produit issu de ce métissage ne peut être que monstrueux. Et donc, on voit déjà ces notions que l'on continue d'utiliser. Hein. C'est-à-dire, et on voit comment aussi on va créer les catégories noir et blanc. Et nous tous, nous sommes prisonniers de ces catégories. Nous tous, nous continuons. Vous demandez à quelqu'un, l'autre jour, j'étais dans un cours à Concordia, tu demandes aux gens comment ils se définissent. Tous disent, moi je rigolais, ils disent ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont... Bon, les gens se définissent en fonction de catégories qui sont encore qu'ils utilisent tous les jours. Donc, on se rend compte que la question qui se pose, c'est la question de légitimation de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est une sorte de crime monstrueux. Alors, j'ai pris une petite note ici. Tu vois, c'est 12 millions d'individus transportés par la traite négrière atlantique, dont 2 à 3 millions ont péri suite au mauvais traitement, insalubrité des cales, maladies qui se propageaient dans un univers clos, surpeuplé et surchauffé, morts par suicide pour échapper à la servitude et à la rupture irréversible avec famille et relations sociales, captifs jetés à la mer par les équipages des négriers durant la traite illégale
qui ont transformé l'Atlantique en un immense cimetière sous-marin. Aujourd'hui, on pourrait dire que la Méditerranée devient aussi cette... donc, ce n'est pas un phénomène qui est simplement un phénomène passé, c'est un phénomène qui a duré pour la traite négrière jusqu'au milieu un peu plus tard que le milieu du 19e siècle. Et je rappelle aux gens, juste pour les dates, que si l'esclavage est aboli par Haïti dès 1791, officiellement 94 par la Convention en France, Napoléon va rétablir l'esclavage en 1804, que l'esclavage sera aboli en France en 1848, dans l'Empire britannique en 1836 et au Brésil en 1888, Cuba en 1880. C'est-à-dire, moi mon grand-père est né en 1864. Les États-Unis, c'est 1865. Ce qui veut dire que pour ceux qui sont nés là, l'esclavage, ce n'est pas un phénomène qui est d'un passé très lointain. Il ne s'agit pas d'un passé d'il y a 10 000 ans, ni 5 000 ans. L'esclavage est un phénomène que tous les gens ont vécu dans leur vie contemporaine. Avant de venir, je regardais une vidéo d'un interrogatoire par le Congrès américain durant l'ère McCarthy de Paul Robeson, et quand on l'interrogeait, le type il dit, ouais, mais vous avez fait des études, vous ne pouvez pas vous plaindre. Il dit, oui, mais mes cousins sont encore des sharecroppers, donc des travailleurs agricoles, et encore, mon père était esclave. Donc on est dans des phénomènes récents. Les droits civiques, dois-je rappeler, sont dans les années 60. C'est-à-dire jusque dans les années 60, il y a des endroits aux États-Unis, vous ne pouviez pas voter. La ségrégation a duré, rappelez-vous, Wallace, segregation yesterday, segregation today, and segregation forever. Donc on parlait des années, c'était dans les époques des années Kennedy. Donc pour beaucoup d'entre nous, on a vu que ces phénomènes sont encore récents et sont traumatisants encore, bien que l'on ait sous-évalué cela. Alors comme disait un ami afro-américain, il dit on nous demande d'oublier tout ça, et pourtant les gens continuent de vénérer le Christ mort il y a 2000 ans. Alors il y a un problème. On continue de célébrer Vercingétorix, mais on nous demande nous d'oublier tout cela. Bon, donc la question qui s'est posée, et je vais prendre à ce moment-là, c'est la question de l'humanité des Africains. Et effectivement, on va avoir toute une série de réflexions qui se développent, mais autour aussi, autour d'un projet monstrueux, enfin, de ce que Louis Salamolin disait, une création juridique monstrueuse qu'est le Code noir. Ces codes noirs qu'on trouve en espagnol, en portugais, en anglais, en français, qui sont les instruments de régulation et de la population, des populations africaines. Or, cette régulation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, les esclaves sont des biens meubles. C'est-à-dire, les esclaves ont le même statut que les animaux, et si on regarde les actes notariés, on voit qu'ils sont cédés, que les familles sont divisées, que les enfants peuvent être vendus. On a des cas où pour des dettes de jeu, on a vendu un jeune esclave. Et on trouve aussi, donc, il y a tous ces éléments qui déshumanisent, parce que ces Africains, emmenés en Amérique, ils savent certainement qu'ils ne sont pas esclaves. D'ailleurs, ils se rebellent tout le temps. Mais regardez ce qui se développe. Il y a des médecins américains qui vont développer que s'ils se rebellent, c'est qu'ils ont des pathologies particulières. Ils sont paresseux, donc ils se rebellent. Évidemment, c'est eux qui ne font pas le travail, puisque c'est les autres qui le font. Donc, au 19e siècle, et en fait, à partir du 18e siècle, on voit cette tentative, à l'ère des Lumières, tu en as parlé tout à l'heure, de classification, cette tentative de classification, de rendre d'une sorte de, je dirais, d'une rupture avec de voir l'humanité comme une humanité, le monogénisme, mais de voir qu'en fait, il y aurait plusieurs races. Et ça découle des classifications de Linné, du comte de Buffon, qui, effectivement, établissent une hiérarchie des races, une hiérarchie parmi lesquelles, effectivement, on le voit dans les gravures, on va du singe au noir, de l'orang-outan plutôt, au blanc. Donc on voit toute une gradation qu'on constitue, ce qu'on appellerait, bon, des races humaines. Question qui va dominer tout le 19e siècle, que ce soit avec Vacher de la Pouge, que ce soit avec Gobineau, qui publie de l'inégalité des races humaines.
qui d'ailleurs sera contesté dans un livre par un anthropologue haïtien, qui s'appelle Anténor Firmin, qui publie ce livre de l'égalité des races humaines, qui ne sera pratiquement traduit et circulé qu'au XXIe siècle. Alors on voit déjà comment on fait silence sur certaines pratiques. Alors, le XIXe siècle, oui, parce que au moment de l'abolition de l'esclavage, va se poser la question qui va se concrétiser au Congrès de Berlin, celle de la colonisation de l'Afrique. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer les productions agricoles. On avait déplacé les hommes pour cultiver des produits tropicaux. Ben on va déplacer, cette fois-ci, les produits vers l'Afrique. Arachide, cacao, café, tout cela, c'est plus facile. On n'aura plus besoin de le faire. On connaît les résultats de la colonisation. Si vous avez vu les images qui sont là, vous verrez par exemple au XIXe siècle ces images horrifiantes de la colonisation par Léopold II, le roi de la Belgique, du Congo. C'est-à-dire la politique des mains coupées, tous ceux qui refusaient de payer l'imposition des taxes, des impôts, tous ceux qui refusaient, on leur coupait les mains, c'était plus facile. Donc on sait, lisez Conrad, vous verrez, rappelez-vous ce qu'a été la colonisation au XIXe siècle. Donc on a une conception qui va cette fois-ci jouer sur le biologique, qui sera contesté plus tard. Bon, là, tu as abordé tout à l'heure ces questions plus contemporaines, mais je dirais cette conception liée de l'esclavisation, de la domination, de la mise, est celle qui va continuer à prévaloir. Et elle reposait non seulement sur les codes juridiques, mais elle supposait sur des pratiques. Au XIXe siècle, il y avait, pour ceux qui s'intéressent au visuel et à l'audiovisuel, au visuel, il y avait la pratique des zoos humains. C'est-à-dire, c'est une pratique généralisée dans tous les pays occidentaux et qui arrive au Canada tout aussi bien, c'est-à-dire celle d'exhiber des êtres humains dans un contexte qu'on reconstruisait pour bien montrer effectivement ces êtres, des fois dans leur nudité, qui était effectivement une situation où on devait séparer culture et nature. C'est-à-dire nature, c'était donc, la culture était celle de l'apanage des peuples européens et la nature. Et c'est même un débat qui s'est fait quand il y a eu la colonisation de l'Afrique du Sud. On ne pouvait pas traiter les Boers, et ça a soulevé dans la guerre des Boers, comme on traite les indigènes. Parce que c'était des Européens. Donc c'est une question qui s'est posée en Afrique du Sud. Quel statut donner aux Blancs sud-africains? Est-ce qu'ils pouvaient être considérés comme des Africains? Et on a vu par exemple lors de la guerre d'Espagne, même un Allemand pro-nazi, l'ambassadeur allemand, qui disait à Franco, écoutez, vous êtes allé trop loin, parce que dans le massacre de village, c'est ainsi qu'on traite les indigènes, mais on ne traite pas les Européens de cette façon. Donc on se rend compte qu'il y a pas seulement des discours, qu'il y a des pratiques. Et ces pratiques d'exclusion sont des pratiques qui perdurent encore sous d'autres formes, certes, mais qui visaient effectivement à assumer la position des gens. Et là, on peut en discuter tout à l'heure, mais on peut voir comment ça s'est posé, que ce soit aux États-Unis ou au Québec. Et comme on dit, moi je suis assez vieux pour l'avoir vécu aux États-Unis. Quand vous rentrez, et je finis avec ça, je vais à Miami je devais avoir 14 ans. On arrive à l'aéroport de Miami, nous sommes en 1962, et à l'aéroport, on devait nous servir. On n'avait pas encore des trucs en plastique, c'était des verres et des assiettes. On a mangé, et ostensiblement, le type à tout prix, il a jeté à la poubelle pour bien montrer qu'il avait dû faire ça, mais qu'il ne pouvait pas l'accepter. Donc on se rend compte qu'on parle de phénomènes qui sont, quand on parle du racisme, quand on parle des phénomènes comme l'esclavage, ce sont des phénomènes qui sont encore pour nous des phénomènes marquants, et on pourrait l'ajouter aussi bien, c'est-à-dire personne n'y échappe. Hein. Ça a été un problème qui a touché le Québec, peut-être moindrement que les États-Unis, par la nature même de l'économie québécoise, mais
Marcel Trudel au Québec, qui a écrit ce livre, le premier livre sur l'histoire de l'esclavage, il a dit, on m'a dissuadé de faire cette thèse en me disant que je n'irai pas très loin et que je ferai parler mal des Canadiens français. À l'époque, on utilisait ce terme. Et effectivement, il a dû faire carrière, je pense, à Ottawa, parce qu'il ne pouvait pas faire carrière ici. Mais quand même, il a vécu assez vieux pour être reconnu. Merci. Wow. Merci à Delphine et France de nous avoir raconté enfin l'histoire des vaincus. Parce que d'habitude, on nous raconte tellement l'histoire des vainqueurs. Delphine, avant évidemment de prendre la pause tantôt, je retiens de ta présentation toute la question de la mise en place de l'appareil du cadre théorique, l'appareil théorique des mécanismes de racisme depuis les Lumières qui perdurent jusqu'à nos jours, et évidemment l'application des concepts, quand est-ce que ça s'applique aux uns et quand est-ce que ça s'applique aux autres, et l'invisibilisation évidemment qui s'ensuit jusqu'à l'ère contemporaine. Franz Voltaire, je retiens que ce discours sur le racisme perdure depuis même bien avant l'époque des Lumières. Tu nous as parlé, tu l'as évoqué rapidement, les questions de grand remplacement. Quand est-ce que ça a commencé? Les grandes formes du néolibéralisme, comment ça a pris part et comment c'est venu évidemment asservir les autres peuples. L'appropriation des catégories bien imprégnées et la déshumanisation, le fait de ne pas reconnaître l'autre. Évidemment aussi des mécanismes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et les différentes pratiques d'exclusion qui s'en suivent. Donc, avant de passer aux questions qui viendront après, évidemment, là, on va prendre une pause de 10 minutes pour que vous accueilliez tout ça et aussi pour que vous vous réchauffez après pour venir poser des questions ici. Vous avez entendu Valérie Amiro tantôt, vous avez entendu Mouloud évidemment, vous avez entendu Parkerma, vous avez entendu Louise Boivin qui ont participé à ce recueil-là. Il est à 5 $ et la richesse de ce recueil, je vous le conseille, mais très fortement, et également de le faire connaître, évidemment. Oui. Moi, j'aimerais juste lire quelque chose, et avant de passer à la pause, je vais juste vous lire un petit texte qui est intéressant que j'ai amené. C'est un texte d'un type qui est extrêmement intéressant, c'est Stedman. Stedman est celui qui a réprimé la révolte des esclaves au Suriname. Stedman est un capitaine hollandais. Et Stedman, après cette répression énorme, avec des tortures, etc., il est devenu abolitionniste. Et pour ceux qui se rappellent, il y a le tableau de William Blake, peintre, qui a servi justement dans les campagnes anti-abolitionnistes. Et voilà, lui, son témoignage. Il dit, on est au Suriname, c'était une jeune négresse dont tout le vêtement consistait en un morceau de toile en lambeaux, attaché au-dessus des reins, et qui, ainsi que la peau de son corps, était déchirée en plusieurs endroits. Le crime de cette malheureuse victime de la tyrannie, c'était de n'avoir pas achevé sa tâche, trop forte probablement pour elle. Elle fut condamnée en conséquence à recevoir 200 coups de fouet et à traîner pendant quelques mois un poids de 200 livres au moins, attaché à une chaîne de plusieurs pieds de longueur, dont l'autre bout tenait à un anneau passé autour de la cheville. Fortement affecté d'un spectacle si cruel, je dessinais cette malheureuse créature et conservais un douloureux souvenir de l'inhumanité des planteurs envers les infortunés soumis à leur pouvoir. Dans l'une de ces habitations appelée Chauvenot, je fus témoin d'une scène barbare que je ne puis m'empêcher de retracer. La victime de cette inhumanité était un vieux nègre de belle apparence qui avait été injustement condamné à recevoir quelques centaines de coups de fouet. Au milieu de l'exécution, il tira un couteau et voulut en frapper le commandeur. Mais n'ayant pas réussi, il se l'enfonça plusieurs fois tout entier dans le ventre et tomba au pied de son tyran. Voilà, sans parole. Voilà. Sur ce, je vous inviterai à la pause